La PDG a ri du break du père célibataire le soir où il est entré sur le circuit. Pas un rire poli, pas un rire bref. C'était le rire de quelqu'un qui n'avait jamais eu tort et qui était certaine de ne pas commencer ce soir-là. Une carrosserie cabossée, de la peinture passée par le soleil, un homme en bleu de travail taché de cambouis, accroupi près d'un vieux break que personne n'aurait osé appeler une voiture de course. Sa fille de 7 ans se tenait à côté de lui, un chronomètre en acier serré dans ses deux mains. Adèle Fontaine dirigeait Fontaine Compétition. Elle avait remporté 3 titres nationaux d'affilée, elle avait engagé les meilleurs ingénieurs que l'argent pouvait acheter, et elle n'avait absolument aucune idée que la chose rouillée garée sur sa grille de départ était sur le point de battre la voiture la plus rapide qu'elle ait jamais construite. Continuez à écouter, parce que ce que Romain avait caché sous cette tôle banale allait, en une seule nuit, réécrire tout ce que cette femme croyait savoir sur sa propre entreprise. Romain Lefebvre avait une habitude qui ne changeait jamais. Chaque matin à 5h45, avant que l'eau ne remue, avant que la rue ne fasse le moindre bruit, il descendait dans le noir et mettait de l'eau à chauffer pour 2 tasses de café. Il faisait cela depuis la semaine où Hélène était morte, et il n'avait jamais su expliquer pourquoi il avait continué pendant les 4 années qui avaient suivi. Il versait la première tasse pour lui-même, posait la seconde au coin de l'établi, à côté de la photo, et restait debout à la fenêtre de la cuisine à regarder la forme couverte d'une bâche au fond du garage. La bâche était vieille, blanchie par le soleil, les tendeurs qui la retenaient effilochées au niveau des crochets. Mais en dessous, le break était toujours exactement là où il l'avait laissé, exactement aussi avancé que la veille au soir. La petite ville s'étendait au pied des volcans d'Auvergne, des maisons basses, des jardins en pente, des gens qui travaillaient de leurs mains et laissaient leurs garages ouverts le week-end. Personne ne posait beaucoup de questions sur le projet au fond du garage de Romain. Gérard, qui tenait l'atelier 2 rues plus loin et avait 40 ans de cambouis sous les ongles, avait vu la voiture se construire pièce par pièce au fil des mois, et il avait compris ce que c'était sans qu'on ait besoin de le lui dire. Romain avait été ingénieur chez Fontaine Compétition pendant 6 ans avant de partir. C'était la version courte de l'histoire, celle qui tenait en une phrase. La version longue était plus lourde à porter. Il n'avait pas seulement été ingénieur. Il avait été ingénieur en chef, le plus jeune que l'entreprise ait jamais nommé, à 31 ans. Et il avait été pilote d'essai. Le record du tour sur le circuit privé de Bellaroche, le circuit que Fontaine Compétition utilisait pour développer chacune de ses voitures, c'était lui qui le détenait. Il l'avait établi un matin d'octobre, sous une pluie fine, dans une voiture qu'il avait dessinée lui-même. Personne ne l'avait jamais battu. Le nom inscrit sur le tableau des records, à l'entrée du paddock, était toujours le sien, même si plus personne, là-bas, ne semblait se souvenir à qui il appartenait. Hélène avait été vivante, à cette époque. Elle avait été la première à croire au moteur. Pas le moteur de la voiture de record, l'autre, celui sur lequel il travaillait le soir, après le travail, un projet qui n'appartenait à aucune entreprise et à aucun contrat. Une architecture entièrement nouvelle, plus légère, plus simple, qui répartissait la chaleur autrement que tout ce qui existait alors. Il en parlait à voix basse, comme on parle de quelque chose qu'on n'ose pas encore nommer. Hélène l'écoutait à la table de la cuisine, et quand il disait que c'était peut-être idiot, elle répondait toujours la même chose. Que les choses idiotes ne tenaient pas un homme éveillé à 2 heures du matin. Que ce qui le tenait éveillé, c'étaient les choses vraies. Puis Hélène était tombée malade. Et tout le reste avait cessé d'avoir de l'importance. Charles Fontaine dirigeait encore l'entreprise, à l'époque. C'était lui qui avait embauché Romain, lui qui l'avait nommé ingénieur en chef contre l'avis de la moitié du conseil, lui qui était venu à l'hôpital, une fois, sans prévenir, avec rien à dire et seulement la volonté d'être là. Charles était un homme d'une autre génération, qui croyait que l'on jugeait une voiture à la façon dont elle finissait une course, pas à la façon dont elle commençait. Il avait posé une main sur l'épaule de Romain, ce jour-là, dans le couloir trop éclairé de l'hôpital, et il avait dit qu'il garderait sa place aussi longtemps qu'il le faudrait. Romain l'avait cru. Charles tenait toujours parole. Mais Hélène était morte un mardi de février, et Romain n'était jamais retourné à Bellaroche. Lou avait 3 ans. Un paddock et une enfant de 3 ans qui venait de perdre sa mère ne sont pas compatibles de la manière qui compte le plus. Il avait rendu son badge, vidé son bureau, et il était parti sans emporter un seul document. Il n'en avait pas besoin. Chaque ligne du moteur vivait dans sa tête,
complète et exacte, de la façon dont certaines choses s'installent en vous quand vous y avez pensé assez longtemps et assez fort pour que la réflexion devienne quelque chose de plus proche de la compréhension. Il avait ouvert un garage dans sa petite ville. Il avait appris à préparer les déjeuners du matin, à coiffer une petite fille qui ne tenait pas en place, à répondre à des questions qui n'avaient pas de réponse. Et le soir, quand Lou dormait, il avait recommencé à construire. Pas une voiture de course, au début. Juste un vieux break qu'il avait acheté 500 € à un homme qui s'en débarrassait, une carrosserie banale, fatiguée, le genre de voiture que personne ne regarde deux fois. C'était exactement pour cela qu'il l'avait choisi. Sous cette tôle ordinaire, il allait construire le moteur dont Hélène l'avait écouté parler à la table de la cuisine. Le vrai. Celui qui n'appartenait à personne d'autre qu'à eux. Lou avait grandi en regardant la voiture prendre forme. Elle avait 7 ans maintenant, assez grande pour avoir des opinions sur les outils qui faisaient les bruits les plus intéressants et sur les pièces qui avaient l'air d'être à leur place et celles qui n'y étaient pas. Un soir, en regardant son père souder sous la lampe baladeuse, elle avait décidé que la voiture avait besoin d'un nom. Elle avait réfléchi avec le sérieux que les enfants de 7 ans réservent aux questions importantes, puis elle avait annoncé que la voiture s'appellerait Comète. Romain avait demandé pourquoi. Lou avait répondu qu'une comète, c'était quelque chose que personne ne voyait pendant très longtemps, et puis qu'un jour ça traversait tout le ciel et tout le monde la regardait. Romain l'avait fixé une seconde de trop avant de retourner à sa soudure. Le chronomètre, c'était celui d'Hélène. Un chronographe en acier, lourd, avec une trotteuse qui sautait par à-coups réguliers. Hélène l'utilisait pour minuter les tours, autrefois, dans les tribunes de Bellaroche, quand elle venait le regarder rouler. Lou ne s'en séparait jamais. Elle le portait au poignet, où il était 2 fois trop grand, où elle le tenait dans ses 2 mains comme un petit animal qu'il fallait garder au chaud. Quand son père travaillait, elle s'asseyait sur un tabouret et déclenchait le chronomètre au hasard, et elle annonçait des temps qui ne voulaient rien dire, et Romain hochait la tête comme s'il voulait dire quelque chose. Gérard fut le premier à parler de la nuit des essais. Il était passé un samedi matin, comme souvent, avec 2 cafés et l'air de quelqu'un qui réfléchissait à voix basse depuis un moment. Il avait posé une affiche froissée sur l'établi. Fontaine Compétition organisait, comme chaque année, sa nuit des essais à Bellaroche. C'était à l'origine une soirée fermée, réservée à l'écurie. Mais depuis quelques saisons, l'entreprise l'avait ouverte à quelques clubs locaux et à des voitures de collection, une opération de relations publiques, une façon de montrer le circuit et la nouvelle voiture du champion. Gérard avait tapé l'affiche du dos de la main et avait dit une seule phrase. Que la comète avait passé 4 ans dans ce garage et qu'il était peut-être temps qu'elle voie enfin une piste. Romain n'avait pas répondu tout de suite. Il avait essuyé ses mains sur un chiffon, lentement, et il avait regardé la forme sous la bâche au fond du garage. Retourner à Bellaroche n'était pas une chose simple. C'était l'endroit où il avait été quelqu'un d'autre, dans une vie où Hélène était encore vivante et où Lou n'était qu'une promesse. Mais il y avait autre chose, aussi, sous l'hésitation. La comète était finie. Il le savait depuis 3 semaines et il ne se l'était pas encore dit clairement. Le moteur tournait. Il l'avait fait tourner une nuit, sur une route déserte à la sortie de la ville, à 2 heures du matin, sans témoin et sans le moindre enregistrement. Et la voiture avait répondu d'une manière qu'aucun chiffre sur le papier n'avait su lui faire ressentir à l'avance. Il avait dit oui à Gérard ce matin-là. Pas pour gagner quoi que ce soit. Pour que la voiture roule une fois, vraiment, sur la piste pour laquelle elle avait toujours été faite, avant qu'elle ne redevienne une forme sous une bâche. Bellaroche n'avait pas changé. C'est ce que Romain pensa en franchissant le portail, la comète chargée sur une remorque derrière son pick-up, Lou sanglé sur le siège passager avec le chronomètre dans les mains. Les mêmes tribunes de béton, la même odeur de gomme chaude et de gazole, la même courbe longue et aveugle après la ligne droite, celle que tous les pilotes redoutaient parce qu'on y entrait sans voir la sortie. Les projecteurs étaient allumés. La nuit des essais se courait sous la lumière artificielle, et le circuit, baigné de blanc dur, ressemblait à une scène de théâtre attendant ses acteurs. À l'entrée du paddock, sur le mur, le tableau des records était toujours là. Romain ralentit le pas en passant devant. Lou leva les yeux vers le panneau couvert de noms et de temps, et elle demanda lequel était le sien, parce qu'elle savait, vaguement, que son père avait roulé ici autrefois. Romain posa un doigt sur une ligne, tout en haut. Un nom, un temps, une date vieille de plus de 6 ans. Lou lut le nom à voix haute, lentement,
et elle leva les yeux vers lui avec une question dans le regard. Romain dit seulement que c'était il y a longtemps. Personne autour d'eux ne fit le lien entre l'homme en bleu de travail qui déchargeait un vieux break d'une remorque et le nom inscrit en lettres dorées au sommet du tableau des records de Bellaroche. Maxime Dubreuil arriva dans le paddock comme arrivent les gens habitués à ce qu'on leur fasse de la place. 3 fois champion national, le visage que l'on voyait sur les affiches de l'écurie, il marchait au milieu de son équipe en combinaison aux couleurs de Fontaine Compétition, et derrière lui, sur un chariot bas poli comme un miroir, roulait la voiture de la saison. Elle était magnifique. Personne d'honnête n'aurait pu prétendre le contraire. Une carrosserie sculptée en soufflerie, une peinture profonde, un travail d'aérodynamique qui avait coûté plus cher que la maison de Romain. Maxime s'arrêta à quelques mètres de la comète, regarda le break cabossé sur sa remorque, et un sourire l'en monta sur son visage. Il demanda, assez fort pour que les gens autour entendent, si quelqu'un s'était trompé de soirée et avait confondu la nuit des essais avec la déchetterie. Quelques personnes rirent. Pas méchamment, juste le rire réflexe de gens qui sentent passer une petite gêne. Lou serra le chronomètre un peu plus fort et leva les yeux vers son père pour voir ce que son visage allait faire. Romain s'accroupit pour être à sa hauteur et lui demanda si la comète se sentait petite. Lou réfléchit, puis répondit que non. Romain dit que c'était bien. Il se releva, et il continua à décharger la voiture comme si personne n'avait rien dit. C'est à ce moment-là qu'Adèle Fontaine traversa le paddock. Elle portait un manteau sombre parfaitement coupé et marchait avec l'efficacité tranquille de quelqu'un qui fait cela 2 fois par an et a depuis longtemps cessé d'être impressionné par quoi que ce soit. Elle dirigeait Fontaine Compétition depuis 2 ans, depuis la mort de son père, et elle l'avait dirigée d'une main que tout le monde, dans le milieu, qualifiait de sûre. Elle balayait le paddock du regard, sans s'attarder, de la façon dont on cherche dans une pièce les 2 ou 3 choses qui valent la peine d'être retenues. Maxime se pencha vers elle et inclina la tête vers le mur du fond. Adèle suivit son regard. Ce qu'elle vit, ce fut la comète, descendue de sa remorque, posée sur le bitume entre 2 voitures de collection astiquées, sa carrosserie terne, ses lignes ordinaires, l'enfant assise sur un pneu retourné à côté d'elle. Adèle s'arrêta. Elle regarda la voiture un long moment. Puis elle rit. Ce fut un rire bref et clair, et il ne se voulait pas cruel, il se voulait simplement vrai, comme si rire était la seule réaction honnête possible devant une telle voiture sur une telle piste. Elle dit, d'une voix qui n'était pas basse, qu'elle se demandait qui avait laissé entrer ça sur son circuit. Les gens autour entendirent. Plusieurs se retournèrent. Romain se redressa de la pièce qu'il était en train d'ajuster et la regarda sans expression. Il aurait pu dire beaucoup de choses. Il aurait pu dire son nom, et le nom écrit en haut du tableau des records à 10 mètres de là aurait suffi à effacer le sourire du visage de tout le monde. Il ne dit rien de tout cela. Il dit seulement, de la voix mesurée et sans hâte avec laquelle il expliquait la plupart des choses, que la voiture roulerait dans la session ouverte, qu'elle était en règle, et qu'il s'excusait si elle gênait le passage. Adèle laissa un silence s'installer, le genre de silence qu'on laisse traîner pour qu'il fasse le travail à votre place. Puis elle dit que le circuit de Bellaroche n'était pas un endroit pour les bricolages de garage, et que si l'homme tenait à sa fille, il ferait peut-être mieux de ne pas l'emmener voir son père se ridiculiser. Elle tourna les talons et repartit vers le stand de l'écurie, son groupe se déplaçant avec elle. Maxime s'attarda une demi-seconde de plus au bord de la Seine. Il regarda la comète avec une expression qui n'était pas tout à fait du mépris, quelque chose de plus tendu et de moins confortable que du mépris, avant de se retourner et de suivre. Romain ne bougea pas pendant un moment. Puis il sentit une petite main se glisser dans la sienne. Lou avait déclenché le chronomètre d'Hélène, sans raison, comme elle le faisait toujours quand elle ne savait pas quoi faire de ses mains. La trotteuse avançait par à-coups réguliers. Romain baissa les yeux vers le cadran, puis vers sa fille, et quelque chose en lui, qui était resté plié et rangé pendant 4 ans, se déplia lentement. Gérard apparut à côté de lui, un café dans chaque main, et il ne dit rien pendant un long moment. Puis il demanda, à voix basse, si Romain comptait laisser cette femme avoir le dernier mot. Romain regarda la piste vide sous les projecteurs, la longue courbe aveugle au bout de la ligne droite, le tableau des records sur le mur. Il dit qu'il n'était pas venu pour avoir le dernier mot. Gérard hocha la tête, but une gorgée de café, et répondit que c'était bien dommage, parce que pour une fois, le dernier mot était écrit en lettres dorées sur le mur juste derrière eux.
La session ouverte commença vers 22 heures. Les voitures de collection sortirent les premières, de belles mécaniques anciennes pilotées avec prudence par leurs propriétaires, des tours de démonstration sans enjeu, sous les applaudissements polis des quelques centaines de personnes installées dans les tribunes. Puis vint le tour de la comète. Romain enfila une combinaison usée qui datait d'une autre vie, ajusta son casque, et s'installa dans le baquet. Lou se tenait contre la rambarde, à côté de Gérard, le chronomètre prêt. Romain l'avait regardé une dernière fois avant de baisser sa visière. Il lui avait dit de minuter le premier tour. Pas pour les autres. Pour eux. La comète sortit des stands sans bruit spectaculaire, et c'est précisément ce qui fit tourner quelques têtes. Le moteur de Romain ne hurlait pas comme les autres. Il avait une voix grave, pleine, régulière, le son d'une mécanique qui ne gaspillait rien. Dans le stand de Fontaine Compétition, un ingénieur leva les yeux de son écran. Puis un autre. Le son ne correspondait à rien de ce qu'il connaissait. Romain prit le premier tour avec prudence, le temps de sentir la piste, le grain du bitume, la façon dont la voiture se posait dans les appuis. Puis il lâcha la comète dans la longue ligne droite, et il entra dans la courbe aveugle de la même manière qu'il l'avait fait 1000 fois dans une autre vie, sans lever le pied, parce qu'il savait, dans son corps, exactement où était la sortie. Dans les tribunes, quelqu'un se leva. Le break terne, le bricolage de garage, traversait Bellaroche avec une autorité qui n'avait aucun sens pour les yeux qui le regardaient. Lou fixait le chronomètre de sa mère, la langue entre les dents, et quand la comète repassa devant la ligne, elle arrêta la trotteuse et leva le cadran vers Gérard. Gérard regarda le temps. Il regarda à nouveau. Puis il se retourna lentement vers le tableau des records sur le mur, et il resta silencieux d'une façon très particulière. Le temps de Lou, mesuré au chronomètre de poignet d'une enfant de 7 ans, n'était pas exact à la seconde près. Mais il était assez proche pour que Gérard comprenne ce qu'il venait de voir. La comète, au premier tour, sans bagarre, sans pression, venait de tourner à quelques dixièmes du record qui dormait sur ce mur depuis 6 ans. Dans le stand de l'écurie, le chronométrage officiel, lui, était exact à la seconde près. Et il affichait un temps que personne ne croyait. Un ingénieur appela Adèle. Elle vint, regarda l'écran, et son visage ne changea pas, mais elle resta plus longtemps que nécessaire devant les chiffres. Maxime arriva derrière elle, jeta un œil à l'écran, et son sourire avait disparu. Il dit que le chronométrage devait être déréglé. L'ingénieur répondit, prudemment, que 3 capteurs indépendants donnaient le même temps. Maxime dit que dans ce cas le vieux break avait un moteur qui n'avait rien à faire dans une carrosserie pareille, et qu'il fallait vérifier que tout cela était bien en règle. Adèle ne dit rien. Elle regardait la comète revenir lentement vers les stands, et elle pensait à une chose qu'elle ne parvenait pas encore à formuler. C'est Maxime qui lança le défi. Il le fit à voix haute, dans le paddock, devant les gens, parce qu'il avait compris que le silence ne jouait plus en sa faveur. Il marcha jusqu'à la comète, où Romain venait de s'extraire du baquet, et il dit que si l'homme croyait vraiment que son bricolage tenait la route, il n'avait qu'à le prouver. Un duel. Lui dans la voiture de la saison, Romain dans son break. 3 tours lancés, chronométrés officiellement, devant tout le monde. Il dit cela avec le sourire de quelqu'un qui n'imaginait pas une seconde la possibilité de perdre. Derrière lui, Adèle ouvrit la bouche pour mettre fin à tout cela, parce qu'une partie d'elle sentait que ce n'était pas une bonne idée. Mais les gens dans les tribunes avaient entendu, et un murmure montait déjà, et il était trop tard pour reprendre la chose proprement. Romain regarda Maxime un long moment. Assez longtemps pour que le champion sente le besoin de combler le silence et résiste à ce besoin. Puis Romain dit une seule phrase. Que ce n'était pas une bonne idée pour Maxime. Pas de la voix de quelqu'un qui menace, mais de la voix de quelqu'un qui constate, comme on constate qu'il va pleuvoir. Maxime rit et dit qu'il prenait ça pour un oui. Romain se tourna vers la rambarde, où Lou le regardait. Il s'accroupit devant elle et lui parla à voix basse. Il lui demanda si elle voulait bien minuter encore une fois. Le vrai tour, cette fois. Lou hocha la tête avec un sérieux qui dépassait son âge, et elle serra le chronomètre de sa mère contre sa poitrine. Romain resta accroupi une seconde de plus. Il pensa à Hélène, à la table de la cuisine, à ce qu'elle disait des choses qui tiennent un homme éveillé à 2 heures du matin. Il pensa que pendant 4 ans il avait gardé cette voiture sous une bâche parce qu'il avait eu peur de ce que cela signifierait de la sortir au grand jour. Et il comprit,
accroupi sur le bitume de Bellaroche sous les projecteurs, que la peur n'avait jamais été de perdre. La peur avait toujours été de gagner, et de devoir alors regarder en face tout ce qu'il avait laissé derrière lui. Il se releva. Il dit à Gérard de préparer la voiture. Le duel fut fixé pour minuit. La nouvelle se répandit dans les tribunes comme une traînée de poudre, et les quelques centaines de spectateurs qui s'apprêtaient à partir restèrent. Les téléphones sortirent des poches. Sur le mur, à l'entrée du paddock, le tableau des records attendait sous la lumière, et un employé de l'écurie, par habitude, vint vérifier que le panneau d'affichage électronique du chronométrage fonctionnait. Il afficha, pour le test, la ligne du record absolu du circuit. Le nom, le temps, la date. Quelques personnes le lurent distraitement. Personne ne fit le lien. Pas encore. Adèle, elle, le lut. Et pour la première fois de la soirée, quelque chose se fissura très légèrement dans son assurance. Le nom sur le mur lui était familier d'une façon qu'elle ne s'expliquait pas. Elle l'avait déjà vu. Pas sur un tableau de record. Ailleurs. Dans de vieux dossiers. Dans la bouche de son père, peut-être, dans une phrase qu'elle n'avait pas écoutée jusqu'au bout, à une époque où elle pensait avoir tout le temps du monde pour écouter son père. À minuit, les deux voitures s'alignèrent côte à côte à l'entrée de la ligne droite. La voiture de la saison, basse, large, profonde, sculptée pour la vitesse, et à côté d'elle le break terne, banal, qui n'aurait pas dû se trouver là. Sous les projecteurs, le contraste était presque comique. Dans les tribunes, personne ne riait plus. Maxime, dans son baquet, ajusta ses gants et se dit que ce serait rapide. Romain, dans le sien, ne se dit rien du tout. Il avait fait le vide, de la façon dont il faisait le vide autrefois, et il n'y avait plus dans sa tête que la piste, le grain du bitume, et la longue courbe aveugle qui attendait au bout de la ligne droite. Lou se tenait contre la rambarde, le chronomètre dans les mains, Gérard à côté d'elle, une main posée sur son épaule. Le commissaire leva le drapeau. Les deux moteurs montèrent dans les tours, l'un hurlant, l'autre grave et plein. Le drapeau tomba. Maxime partit le plus vite. Sa voiture avait une puissance brute que la comète ne pouvait pas égaler dans les premiers mètres, et il prit 2 longueurs d'avance dans la ligne droite, et dans le stand de l'écurie quelqu'un poussa un soupir de soulagement. Puis ils arrivèrent dans la courbe aveugle. Maxime freina. Il freina parce que tous les pilotes freinaient là, parce que c'était la chose raisonnable à faire, parce qu'on entrait dans cette courbe sans en voir la sortie et que l'instinct ordonnait de lever le pied. Romain ne freina pas. Il entra dans la courbe à pleine vitesse, sur la trajectoire exacte qu'il avait gravée dans son corps des années plus tôt, et il ressortit de l'autre côté collé au pare-choc de la voiture de la saison. Dans les tribunes, les gens se levèrent. Le break terne, le bricolage de garage, sortait de la courbe la plus difficile de Bellaroche comme s'il connaissait le circuit mieux que le circuit ne se connaissait lui-même. Et c'était le cas. Personne au monde ne connaissait Bellaroche comme l'homme qui l'avait usé, tour après tour, à dessiner les voitures pour lesquelles ce tracé avait été pensé. Le premier tour se termina avec les 2 voitures roue dans roue. Lou arrêta le chronomètre, regarda le cadran, et leva les yeux vers Gérard avec une expression qu'il ne lui avait jamais vue. Gérard regarda le temps. Puis il regarda le panneau du chronométrage officiel, qui affichait le même chiffre à quelques centièmes près. Et le chiffre était plus rapide que la ligne dorée tout en haut du tableau des records. Plus rapide que le record que Romain lui-même avait établi 6 ans plus tôt. La comète n'était pas seulement en train de tenir tête aux champions. Elle était en train de réécrire le mur. Au 2e tour, Maxime cessa de sourire pour de bon. Il pilota comme il n'avait pas eu à piloter depuis longtemps, au-delà du confort, au-delà de la marge qu'il s'accordait d'habitude. Et il était bon, vraiment bon. On ne devient pas 3 fois champion par hasard. Mais à chaque fois qu'ils arrivaient dans la courbe aveugle, il perdait ce qu'il avait gagné dans les lignes droites. Parce qu'il freinait. Et que Romain ne freinait pas. La comète prenait à chaque passage quelques mètres impossibles, et Maxime, dans son baquet, comprenait peu à peu une chose qu'aucune donnée ne lui avait jamais apprise. Que la voiture d'en face n'était pas plus puissante que la sienne. Elle était mieux pensée. Et l'homme qui la pilotait connaissait quelque chose sur ce circuit que personne ne lui avait jamais transmis, parce que la seule façon de le savoir était de l'avoir inventé. Dans le stand de l'écurie, Adèle ne regardait plus l'écran. Elle avait quitté son poste et marchait, sans rien dire à personne, le long de la rambarde, vers le mur du paddock.
vers le tableau des records. Elle s'arrêta devant la ligne dorée et lut le nom, lentement, cette fois jusqu'au bout. Romain Lefebvre. Et soudain tout se mit en place, d'un seul coup, de la façon dont les choses se mettent en place quand on a eu sous les yeux pendant des années toutes les pièces d'une vérité sans jamais les assembler. Le nom dans les vieux dossiers de son père. L'ingénieur en chef partit l'année où elle avait pris ses distances avec l'entreprise. Le projet de moteur que personne n'avait jamais su finir après son départ, celui dont les plans incomplets dormaient dans une armoire, celui sur lequel la voiture de Maxime, la voiture de la saison, la voiture dont elle était si fière, avait été construite en assemblant ce qu'on avait pu reconstituer du travail d'un homme dont plus personne ne prononçait le nom. L'homme qu'elle venait de traiter de bricoleur de garage, devant sa fille, sous ses propres projecteurs, était l'homme qui avait dessiné le cœur de l'entreprise qu'elle croyait diriger. Le troisième tour fut le dernier. Maxime joua son va-tout. Il prit tous les risques qu'il avait gardés en réserve, il frôla les murs, il porta sa voiture au-delà de ce qu'elle pouvait donner, et dans la dernière ligne droite il était encore là, à une longueur, refusant de céder. Puis vint une dernière fois la courbe aveugle. Une dernière fois, l'instinct lui ordonna de freiner. Une dernière fois, il leva le pied. Et la comète, à côté de lui, ne le leva pas. Romain entra dans la courbe à pleine charge, sur la trajectoire qu'il avait passé une vie à comprendre, et il en ressortit seul, détaché, libre, et il franchit la ligne d'arrivée avec une avance que les 4 chronomètres officiels enregistrèrent en même temps, net, sans appel, indiscutable. Le panneau du chronométrage afficha le temps. Puis, en dessous, il afficha automatiquement la mention que personne n'avait osé espérer voir cette nuit-là. Nouveau record du circuit. Romain ramena la comète au pas vers les stands et resta un long moment assis dans le baquet sans bouger. Il retira son casque et le tint à 2 mains contre le volant. Il ne regarda personne. Il leva les yeux à travers le pare-brise vers les projecteurs, et au-delà des projecteurs vers le ciel noir d'Auvergne, et il pensa à une femme qui n'était plus là pour voir cela, et qui avait été la seule, des années plus tôt, à croire que cette voiture valait la peine d'être construite. Puis il ouvrit la portière et sortit. Lou traversa le paddock en courant, le chronomètre de sa mère serré dans une main, et elle percuta son père de toute sa vitesse, et il la souleva et la tint contre son épaule. Elle dit qu'il avait gagné. Il dit que c'était la comète qui avait gagné. Elle se recula, regarda la voiture, puis son père, et elle décida avec sérieux que les 2 choses pouvaient être vraies en même temps. Dans sa petite main, le chronomètre était toujours arrêté sur le temps du dernier tour. Le temps qui avait effacé le record que son père avait établi avant même qu'elle sache marcher. Maxime sortit de sa voiture et resta un moment près d'elle, le casque sous le bras, à regarder la comète à l'autre bout du paddock. Puis il fit quelque chose que personne n'attendait. Il traversa le paddock, marcha jusqu'à Romain, et lui tendit la main. Il ne dit pas grand-chose. Il dit seulement qu'il avait piloté contre beaucoup de monde et que jamais il n'avait été battu comme cela, et qu'il aurait aimé savoir qui était vraiment l'homme qui venait de le faire. Romain lui serra la main et répondit qu'il n'était qu'un mécanicien d'une petite ville au pied des volcans. Maxime regarda le tableau des records sur le mur, puis Romain, et il dit qu'il ne le croyait pas une seconde, mais qu'il respectait l'homme qui choisissait de le dire ainsi. Adèle attendit que la foule commence à se disperser. Elle s'approcha sans son équipe, sans assistant, sans personne devant elle pour faire les présentations ou installer le contexte. Romain la vit venir et attendit. Elle ne parla pas tout de suite. Elle regarda la voiture, la carrosserie terne, le numéro peint à la main, puis elle regarda l'homme. Elle dit qu'elle n'avait pas su que c'était lui. Pas su, pendant 2 ans, sur quel travail l'entreprise de son père avait réellement été bâtie. Elle dit que son père avait prononcé son nom, une fois, à la fin, depuis un lit d'hôpital, et qu'elle n'avait pas écouté jusqu'au bout, parce qu'elle pensait avoir le temps. Elle s'arrêta là. Elle ne tenta pas de réduire ce qui s'était passé à un malentendu ou à une erreur de procédure. Romain la regarda un long moment. Pas le coup d'œil rapide de quelqu'un qui évalue s'il doit engager la conversation, mais le regard plus long et plus calme de quelqu'un qui prend la mesure exacte d'une personne, sans la distorsion de l'histoire. Il dit qu'il la croyait. Il dit qu'il ne lui reprochait pas d'avoir hérité d'une histoire qu'on lui avait racontée de travers. Mais il dit aussi, de la même voix mesurée qu'il appliquait à tout, qu'elle avait ri d'un homme devant sa fille, sans savoir qui il était, et que cela, ce n'était pas rien,
et que cela ne disparaîtrait pas parce qu'elle savait maintenant. Adèle encaissa sans se défendre. Elle hocha la tête une fois, lentement, et ne chercha pas à combler le silence. Elle revint 3 jours plus tard. Elle conduisait elle-même, cette fois, et elle se gara devant le garage de la petite ville comme n'importe quel client. Elle portait une enveloppe, qu'elle posa sur l'établi, à côté de la photo d'Hélène, sans préambule. Elle dit que ce n'était pas un rachat, ni un contrat de licence, ni une offre pour acheter le silence d'un homme. C'était une proposition de développement commun de l'architecture moteur, à parts égales, son nom et le nom de Romain, des termes écrits en langage clair par un avocat qui n'avait aucun lien avec l'écurie. Elle dit qu'il n'était pas obligé de répondre ce jour-là. Romain regarda l'enveloppe. Il pensa à toutes les années où ce travail avait vécu uniquement dans sa tête, puis dans un garage, sous une bâche, le soir, après que Lou se soit endormi. Il ne dit ni oui ni non. Il demanda à Adèle si elle voulait un café. Elle regarda les 2 tasses sur l'établi, celle devant lui et celle, intacte, posée au coin, près de la photo. Elle les regarda un instant de trop, et quand elle releva les yeux, son expression avait changé d'une manière petite et précise qui n'avait rien à voir avec les affaires. Lou sortit de l'arrière du garage, où elle alignait des clés à pipe par ordre de taille, ce qu'elle faisait quand les adultes parlaient et qu'elle voulait être près d'eux sans être au milieu. Elle s'approcha d'Adèle, le chronomètre de sa mère au poignet, et elle la regarda avec la franchise totale que les enfants de 7 ans appliquent à tout le monde de la même façon. Elle demanda si c'était la dame qui avait ri de la voiture de son père. Romain commença à parler. Adèle leva une main, puis s'accroupit pour être à la hauteur de Lou, les yeux dans les yeux, et dit que oui, c'était elle, et qu'elle avait eu tort, et qu'elle était désolée. Lou réfléchit à cette réponse avec le sérieux qu'elle réservait aux choses importantes. Puis elle leva le chronomètre, le présenta à Adèle, et lui montra le temps qui y était toujours arrêté, celui du dernier tour. Elle dit que c'était sa maman qui s'en servait avant, pour minuter son papa, et que maintenant c'était elle. Adèle regarda le cadran, ce vieux chronographe en acier trop lourd pour un poignet d'enfant, et le temps gravé dessus, et elle resta silencieuse un long moment. Puis elle dit que c'était le plus beau temps qu'elle ait jamais vu sur un chronomètre, et que la personne qui l'avait mesuré devait être quelqu'un de très important. Lou répondit qu'elle l'avait mesuré elle-même. Adèle dit qu'elle s'en doutait. Romain versa le café. La lumière de fin d'après-midi entrait par la haute fenêtre au fond du garage et atteignait le milieu du sol selon un angle large et plat. Il posa une tasse à sa place habituelle, près de la photo. La seconde, il la tendit à Adèle. Au fond du garage, sous une bâche, il n'y avait plus rien. La comète était dehors, à l'air libre, sous le ciel, là où elle avait toujours dû être. Il n'y avait plus aucune raison de la couvrir. Et Romain, ce matin-là, pour la première fois en 4 ans, n'avait pas eu besoin de poser la seconde tasse au coin de l'établi avant de savoir qu'il allait bien. Intact! Et tout le monde dans la salle 4 vit ce qu'un garçon de 15 ans avait vu dans le noir, depuis un coin de rue, à travers son anxiété et son bégaiement et tout ce que Castellan avait essayé d'utiliser contre lui. On vit la main de Vasseur descendre vers sa propre poche arrière. On vit l'objet sombre. On vit la jambe. On vit la sacoche. On vit les gants enfilés après. On vit, dans le coin de l'image, à la seconde exacte où le brigadier levait les yeux, la silhouette mince d'un adolescent figé sur le trottoir. La caméra de Vasseur avait filmé Malik en train de regarder Vasseur. Le témoin que la défense avait passé la matinée à dépeindre comme peu fiable était, image par image, horodatage par horodatage, exactement là où il avait dit qu'il était, voyant exactement ce qu'il avait dit avoir vu. Dana Reyes ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Elle se contenta de reprendre son bloc-notes jaune, celui avec les 2 numéros de dossier soulignés 2 fois, et le posa devant elle, bien en évidence, comme on pose la dernière pièce d'un puzzle. La présidente Castellano regarda l'écran. Puis elle regarda le brigadier Vasseur. Puis elle regarda le petit galet gris dans les mains de Malik Carter. Les charges contre Monsieur Réginald Diallo sont abandonnées, dit-elle. Avec effet immédiat. Réginald Diallo, au fond de la salle, mit son visage dans ses mains et ne le releva pas pendant un long moment. Ce qui suivit prit des mois, mais on peut le dire vite. Le brigadier Damien Vasseur fut mis en examen pour faux en écriture publique et atteinte arbitraire à la liberté individuelle par personne dépositaire de l'autorité publique,
sur le fondement des articles 432A4 et 432A7 du Code pénal. Les deux anciens signalements non établis, ceux dont les images avaient été perdus lors d'une mise à niveau du système, furent ouverts dès lors que l'on comprit qu'eux aussi figuraient peut-être sur un serveur de sauvegarde que personne au commissariat n'avait pensé à effacer. Ils y figuraient. Vasseur finit par reconnaître les faits. Il fut condamné à 31 mois d'emprisonnement et radié définitivement de la police nationale. 11 mois plus tard, le commissariat du 7e arrondissement fut placé sous le contrôle renforcé de l'IGPN, ses procédures de conservation des preuves entièrement refondues, ses serveurs migrants, remplacés par un système auquel aucun agent ne pouvait plus toucher seul. Mais rien de tout cela n'arriva ce matin-là, dans la salle 4. Ce matin-là, il y eut seulement un garçon à une barre, un père dans l'allée, et un silence qui, pour une fois, n'était pas cruel. Quand la présidente leva l'audience, Malik descendit de l'estrade. Ses jambes tremblaient. Anthony l'attendait au bout de l'allée. Il ne dit pas bravo. Il ne dit pas je suis fier de toi, pas encore, pas avec tout ce monde autour. Il posa juste une main sur la nuque de son fils, comme il le faisait quand Malik était petit. Et Malik, sans vraiment y penser, tendit le galet à son père. Anthony le regarda. Le petit galet gris, lisse, avec la veine blanche qui le traversait comme un éclair figé en plein vol. Le sillon usé là où un pouce l'avait retourné des milliers de fois. Tu le voudras de nouveau demain, dit Anthony Carter. Probablement, convint Malik. Mais pas aujourd'hui. Certaines phrases mettent plus de temps à arriver que d'autres. Ce matin-là, dans la salle 4, il fallut près d'une minute entière à un garçon de 15 ans pour dire 11 mots. Et ces 11 mots mirent fin à la carrière d'un homme, libérèrent un innocent de sa cellule, et amorcèrent l'effondrement de tout un commissariat, parce que les gens dans cette salle cessèrent enfin d'attendre qu'il se dépêche, et commencèrent à écouter ce qu'il avait réellement à dire.